Le futur est incertain, on ne fait qu'entrevoir les défis auxquels ces enfants vont devoir faire face. Tout le monde peut être un acteur de changement, que tout le monde peut faire quelque chose là où il est. Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Judith Grumbach est la réalisatrice du documentaire Une idée folle, qui pose la question de l'école au XXIe siècle à travers le témoignage d'enseignants, d'enfants, de parents et d'experts de l'éducation. Pour cet épisode, j'ai voulu revenir aux fondamentaux et parler d'éducation pour tenter de comprendre ce qu'il faudrait faire pour former une nouvelle génération de citoyens épanouis et responsables. Judith nous raconte son déclic, son expérience sur le terrain, et on parle ensemble du rôle de l'école, de citoyenneté, du manque de considération des enseignants et de ce qui marche vraiment, selon elle, pour faire avancer les choses dans le bon sens. On y va ? Bonjour Judith. Bonjour Julien. Donc avec toi, on va parler d'éducation aujourd'hui. On a une petite heure pour faire ça, et même de système éducatif, enfin plein de choses. Et pour faire une petite introduction en fait, et pour que ce soit clair dans ta tête et dans ma tête, la grande question qui m'intéresse aujourd'hui, puisqu'on est sur un podcast qui parle du futur, c'est comment on s'organise pour préparer nos enfants à un monde aussi changeant, aussi complexe et incertain que le nôtre. Et on va essayer de répondre à cette question en passant par divers chemins. Est-ce qu'on peut commencer par toi, et est-ce que tu peux te présenter succinctement ? C'est toujours compliqué de se présenter succinctement. Je m'appelle Judith Grumbach, j'ai bientôt 33 ans. Je suis réalisatrice, documentariste. J'ai réalisé mon premier film en 2016 qui s'appelle Une idée folle et qui pose la question du rôle de l'école justement au XXIe siècle à travers un voyage dans 9 établissements scolaires de la maternelle au collège partout en France, qui sont des établissements publics et privés qui ont en commun de vouloir développer chez les élèves, en plus évidemment de leur apprendre à lire, à écrire, à compter, de vouloir aussi leur apprendre à être empathiques, à coopérer les uns avec les autres, à avoir confiance en eux, à être créatifs, avec le but assumé d'en faire des citoyens épanouis et responsables qui auront envie de transformer le monde qui les entoure. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet ? C'est un peu tortueux, c'est-à-dire que ça s'est pas fait en un jour, mais j'ai eu un déclic moi au moment des attentats de janvier 2015, parce que je me suis dit deux choses. D'abord, je me suis dit que je servais pas à grand chose, que j'avais pas vraiment un impact particulièrement positif sur le monde qui m'entourait moi, et puis je me suis dit qu'on avait donc des jeunes qui étaient des jeunes français, qui étaient passés par l'école de la République, qui avaient décidé de tuer d'autres français, et donc il y avait quelque chose dans notre système qui tournait pas rond. Alors ça veut pas dire que tout est de la faute de l'école, évidemment pas, mais quand on se dit qu'il y a quelque chose de problématique dans la société qui nous entoure, on se dit, enfin en tout cas moi je me suis dit que si on voulait changer ça, il fallait commencer par le début et donc par l'école. Donc c'est un peu le début de mon intérêt pour cette question-là, et il se trouve que et le documentaire, comment c'est arrivé du coup ? Ce documentaire-là, c'est arrivé parce que moi je me suis dit à ce moment-là que j'avais envie de faire un film sur le sujet de l'éducation, et il se trouve qu'un mois plus tard, j'ai reçu un coup de fil d'une association qui s'appelle Ashoka, qui est le plus grand réseau d'entrepreneurs sociaux au monde. C'est-à-dire que en fait c'est un réseau qui depuis 35 ans accompagne des hommes et des femmes qui ont décidé de s'engager pour la résolution d'un problème social ou environnemental. Et ils se sont rendus compte qu'un tiers des personnes qu'ils accompagnaient agissaient dans le champ de l'éducation. Et du coup, ils se sont dit, on va s'intéresser de plus près à ce sujet-là, et on va essayer de faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire détecter l'innovation, détecter ce qui se passe d'intéressant, et de le faire là non plus au niveau des individus, mais au niveau des établissements scolaires. Et donc, ils m'ont demandé d'aller filmer des établissements scolaires qu'ils avaient identifiés, et d'en faire des vidéos au départ de 3 minutes, sauf que moi je suis partie 4 jours tourner dans ces écoles-là, et je suis revenue avec 26 heures de rush, 26 heures d'images, et je leur ai dit je peux pas raconter ce que j'ai vu en 4 fois 3 minutes, c'est pas possible, j'ai vu des choses trop extraordinaires, donc venez, faisons un film. Et comme ils sont assez ouverts, ils m'ont dit bon bah ok, on avait ni eux ni moi, on n'avait jamais fait un film. Et ça a commencé comme ça.
Donc c'était parti d'une volonté de faire un diagnostic, enfin de réfléchir à quelles sont les solutions potentielles aux problèmes qu'a l'école aujourd'hui. Ils partent de l'idée que tout le monde peut être un acteur de changement et que tout le monde peut faire quelque chose là où il est. Et ce que ces écoles en fait ont en commun, c'est justement de faire en sorte que les enfants prennent conscience de leur capacité finalement à changer les choses autour d'eux déjà en tant qu'enfants pour ensuite le faire aussi en tant qu'adulte. C'est des écoles où on se dit pas qu'on devient citoyen par magie quand on a 18 ans parce qu'on a le droit de vote, mais que en fait c'est une habitude qui doit être prise dès le plus jeune âge, et donc essayer de faire comprendre aux enfants qu'ils ont déjà un impact quand ils sont tout petits. Et si on comprend à 5 ans ou à 8 ans qu'on peut changer les choses à son échelle, c'est-à-dire dans son école, dans sa rue, dans sa famille, dans son quartier, dans son village, peut-être même dans sa ville, eh ben on comprend que quand on sera plus grand, on aura un champ d'action qui sera encore bien plus large, et donc qu'on a tout intérêt à s'en emparer. Quel est le diagnostic que tu fais l'école? Moi, j'ai en tête quelques chiffres que je t'ai vu citer par ailleurs. Donc 100 000 jeunes sortent du système sans la moindre qualification. Chaque année, on est le pays de l'OCDE dans laquelle l'origine sociale pèse le plus. 20% des élèves sortent du CM2 sans une bonne maîtrise du français et des maths, alors qu'on est le pays qui passe le plus de temps à enseigner ces matières aux enfants. Ça, c'est un peu le côté un peu sombre. Quel est ton diagnostic sur l'école primaire, collège? D'ailleurs, je sais pas sur quoi tu t'es spécialisé, mais... Alors d'abord, je profite du mot spécialisé. Je suis pas spécialiste, je suis pas experte. Je suis juste citoyenne, une citoyenne qui s'intéresse à cette question-là et qui pense qu'on a vraiment besoin d'un débat citoyen sur la question. Mais à aucun moment, je suis une experte du sujet. J'ai jamais enseigné. Je suis même pas parent, quoi, donc j'ai aucune expertise particulière. Je raconte juste en fait ce que j'ai vu, parce que du coup là, ça fait quand même 3 ans que j'ai eu accès à beaucoup de classes, que j'ai passé pas mal de temps dans des établissements scolaires, que j'ai discuté avec énormément d'enseignants. Et mon diagnostic, en fait, c'est pas le mien, c'est celui que tu viens de faire. C'est en fait assez factuel. C'est qu'on a des problèmes extrêmement tangibles à l'école aujourd'hui. Par ailleurs, il y en a d'autres. On a aussi beaucoup d'enseignants qui se sentent extrêmement seuls, qui se sentent assez mal formés, qui se sentent pas accompagnés. On a, je crois, aussi un problème dans le niveau du débat public, où en fait on va passer des semaines et des semaines à s'écharper, par exemple, sur la méthode d'apprentissage de la lecture. Alors on a des articles entiers pour dire est-ce que c'est global ou syllabique, mais en fait quand on regarde sur le terrain, ce que disent les enseignants, c'est que en fait cette question ne se pose pas, que la méthode globale en tant que telle, elle est pas plus utilisée depuis extrêmement longtemps, et ça va devenir un vrai sujet. C'est-à-dire, par exemple, si je vais à un dîner et que je dis que je m'intéresse à l'éducation, on va me dire oui, mais du coup qu'est-ce que tu penses alors, c'est la méthode globale ou la méthode syllabique? Et pour moi, c'est des questions qui sont absurdes, quoi, quand on les compare aux enjeux auxquels on va devoir faire face, à laquelle surtout ces enfants vont devoir faire face, qui sont des enjeux, l'enjeu du réchauffement climatique, l'enjeu des crises migratoires, l'enjeu du développement de l'intelligence artificielle, des inégalités de plus en plus grandes, et en fait on sait rien du futur. Il y a cette statistique qui est souvent répétée: 60% des enfants, des métiers que les enfants d'aujourd'hui exerceront plus tard n'existent pas encore. On n'en sait rien, on sait pas. Ce chiffre, il est comme ça agité comme un espèce de repère. Mais la seule chose en revanche dont on est absolument sûr, c'est que le futur est incertain, et que on ne fait qu'entrevoir finalement les défis auxquels ces enfants vont devoir faire face. Et donc la seule façon de les y préparer, c'est de les préparer à la complexité, c'est de les préparer à l'incertitude, c'est de les préparer au fait qu'ils vont devoir être capables d'acquérir des connaissances et des compétences tout au long de leur vie, que rien ne sera fixé dans le temps. On n'est plus à une époque où on peut se dire que on apprend un stock de connaissances comme ça à l'école qu'on va pouvoir exploiter tout au long de sa vie. Ça, c'est plus du tout le monde dans lequel on vit. Et donc on doit faire face à la fois à cette incertitude, donc leur apprendre
à apprendre. Et aussi, si on pense à l'intelligence artificielle, les enfants d'aujourd'hui vont devoir être capables de faire ce que la machine fait moins bien que nous, c'est-à-dire être empathique, être créatif, travailler en groupe, etc. Est-ce qu'on n'a pas quand même un socle de basique, de fondamentaux? On entend souvent ça, justement. On dit qu'on est revenir aux fondamentaux et se dire c'est là-dessus aussi qu'on pêche. Est-ce que c'est vrai déjà? Enfin, il me semble que le diagnostic que j'ai posé montre qu'il y a un souci à ce niveau-là. Selon toi, est-ce que c'est un des problèmes majeurs qu'on a dans le système ou c'est plus pertinent non plus? Moi, ce que je crois, et encore une fois, je ne fais que répéter ce que les enseignants me disent, c'est qu'il n'y a aucune opposition entre connaissance et compétence. C'est-à-dire que personne ne dit il faut arrêter d'apprendre à lire, à écrire, à raconter. Personne ne dit arrêtons de lire des livres parce que ça sert à rien. C'est pas le sujet en fait. C'est juste passer du ou au et. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à lire, à écrire et à compter, mais il faut aussi apprendre à être empathique, à se connaître, à gérer ses émotions, à trouver sa place dans le groupe, à avoir confiance en soi, à être créatif. Et tout ça n'est absolument pas opposé. On n'est pas, si on ne sait pas lire, écrire et compter, on n'est pas vraiment libre. On ne peut pas être un citoyen qui ne sait pas lire, écrire et compter. Et à l'inverse, si on ne sait que lire, écrire et compter, qu'on a lu tous les livres qui existent, mais que on ne sait pas poser la question de notre impact personnel sur la société, on peut arriver à des choses absolument terribles. Enfin, la culture n'est pas une garantie comment dire, ni de sens moral, ni d'éthique, ni de, voilà. Donc, pour moi, on a besoin de développer tout ça. Et l'autre chose, c'est, les problèmes qu'on a au niveau des fondamentaux, je suis pas sûre qu'ils soient seulement dus à notre méthode d'apprentissage de la lecture. Je pense que on peut pas faire comme s'il n'y avait pas un contexte social et économique. On peut pas faire comme si les enfants étaient égaux pour apprendre à lire quand il y en a un qui a un environnement familial et social où les choses se passent plutôt très bien, et de l'autre côté on peut avoir un enfant qui grandit avec des situations de violence, de grande précarité, etc. Donc je crois que il faut prendre ces problèmes-là dans leur globalité et arrêter de regarder les choses par un tout petit bout de la lorgnette, quoi. Là, tu poses, si je comprends bien, tu poses une certaine définition du rôle de l'école. Est-ce que c'est un sujet est-ce que c'est une question qui est débattue suffisamment selon toi? Est-ce que tout le monde est d'accord justement? Est-ce que ça part pas de là le problème majeur, c'est que de se mettre d'accord sur cette définition? Bah si, c'est-à-dire qu'on se pose jamais la question comme ça. On a des débats, des mois de débats sur les rythmes scolaires, sur l'apprentissage, la méthode d'apprentissage de la lecture. On passe très peu de temps à essayer d'avoir un débat sociétal sur ce qu'on attend de l'école. Et en fait, ce que disent des gens comme Ken Robinson, qui est un grand spécialiste d'éducation, ou Jérôme Saltet en France, c'est justement que si on dans une salle on demande à une centaine de personnes quel est à leur avis le rôle de l'école, on va avoir 100 réponses différentes en fait. Et tant qu'on se met pas un minimum d'accord là-dessus, on va pas vraiment être capable d'avancer tous ensemble dans la même direction. C'est ça qui fait la différence avec d'autres systèmes qui performent mieux que le nôtre, tu penses? C'est-à-dire que c'est des pays qui ont mieux défini ça que nous? Ou c'est encore plus complexe que ça? Je pense qu'il y a des pays comme la Finlande, donc qui est un peu la marronnier qu'on cite tout le temps, mais ils ont décidé de prendre une direction en fait. Il y a plusieurs décennies, et ils ont tenu le cap en fait. C'est-à-dire que ils se sont fixés un objectif et ils y sont allés. Nous, on est. C'est quoi cette direction? Je vais pas être capable de te le dire assez précisément. Mais en tout cas, l'école finlandaise, elle repose sur un principe de confiance, sur un principe d'autonomie. Donc nous en fait en France on est quand même les spécialistes des réformes, et donc à chaque fois on a un nouveau gouvernement qui arrive et qui fait table rase de ce qui a été fait avant lui, et il y a pas de continuité en fait. L'un des vrais problèmes c'est que le temps de l'éducation ne peut pas être le temps du politique en fait. C'est-à-dire que l'éducation c'est un temps long.
et les échéances électorales sont extrêmement courtes, et je crois que ça c'est l'un des problèmes qu'on a. Et c'est ce qui fait que ça n'a pas été réformé en profondeur depuis des années, en fait, parce que les politiques changent trop, ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes plus fondamentaux que tu vois dans la situation Qu'est-ce qui fait, en fait, que on en est arrivé là, en France, et de voir les classements se détériorer? Franchement, je pense que c'est très très compliqué, qu'il y a énormément de raisons. Je pense qu'il y a à la fois des raisons qu'est-ce qu'il faudrait faire culturelles. En tout cas, ce que moi je vois, c'est que sur le terrain, il y a énormément d'enseignants qui font des choses merveilleuses, parfois totalement dans leur coin, par peur de temps en temps d'être soit réprimandés par leur hiérarchie, soit de donner l'impression à leurs collègues qui veulent leur donner des leçons. Donc je pense que à mon avis, la première chose à faire, c'est de valoriser les enseignants et de les encourager à finalement chercher. Les enseignants que j'ai rencontrés se définissent comme des chercheurs, c'est-à-dire que tous les jours ils remettent en cause leur façon de faire leur métier. Ils pensent qu'ils sont jamais arrivés, que c'est toujours possible de s'améliorer, et ils partent de la situation qu'ils ont, des élèves qu'ils ont, pour essayer de remettre en cause leur façon de faire. Et c'est ce qu'ils apprennent aussi aux enfants, c'est-à-dire d'être des chercheurs, d'expérimenter, de voir ce qui marche et ce qui marche pas. Quand quelque chose ne marche pas, on l'abandonne. Quand quelque chose marche, on le garde, et puis on avance comme ça au jour le jour. Et il y a évidemment aussi un enjeu énorme de formation en France, à la fois initiale et continue. C'est-à-dire qu'on peut pas. En France, on a ce qu'on appelle la liberté pédagogique, ce qui veut dire que en fait, quand la salle de classe est fermée, et à partir du moment où le programme est respecté, les enseignants ont le droit de faire des choses différentes. Donc elle existe un peu déjà, cette confiance. Oui et non, parce qu'en fait, si on forme des enseignants à une façon de faire, à une méthode, et qu'ensuite on leur dit vous faites ce que vous voulez, il y a une certaine hypocrisie finalement. C'est-à-dire qu'en fait, ça va reposer sur des initiatives individuelles d'enseignants qui se sentent la confiance en eux nécessaire, parce que je crois que c'est vraiment ça l'enjeu, d'aller explorer, chercher d'autres solutions, d'autres façons de faire, et de sortir de ce qu'on leur a appris. Et pour rendre ça systémique, pour changer les choses à l'échelle du système, il faut que dans la formation, on permette à ces enseignants justement de s'ouvrir à plusieurs façons de faire différentes. Donc c'est ce que tu as vu dans les classes que tu as pu visiter, et sur lesquelles tu témoignes dans ton documentaire. Est-ce que c'est des classes qui avaient une spécificité, privée, publique, certains milieux ruraux, je sais pas, et est-ce que dans les choses que tu as vues, il est possible de tout faire passer à l'échelle? Les classes que j'ai vues, les écoles que j'ai vues, parce que en fait la spécificité, c'est que dans les écoles ou les établissements scolaires, parce qu'il y a aussi un collège où j'ai été, c'est des établissements où toute l'équipe travaille dans la même direction. C'est-à-dire qu'il y a un projet d'établissement derrière lequel toute l'équipe est engagée. Ça, c'est une spécificité. À part ça, il y a eu des maternelles, des écoles primaires, un collège, dans des milieux ruraux, dans des milieux urbains, en REP, pas en REP, etc. Donc il y a une certaine diversité. Et tu me posais une autre question. Le passage à l'échelle, justement. Oui, et le passage. En fait, l'idée, c'est pas de dire prenons exactement ce que font ces enseignants et puis calquons ça partout ailleurs. La question du passage à l'échelle, pour moi, c'est d'identifier les conditions nécessaires à ce qui se passe dans ces établissements scolaires. Et notamment, il y a la question du travail en équipe. Aujourd'hui, les enseignants, ils sont pas formés à travailler les uns avec les autres. Il y a la question de la confiance en soi des enseignants et de la confiance dans les enfants. Il y a la question d'être dans cette démarche de recherche et d'exploration. Et tout ça, c'est des choses qui me paraissent
tout à fait possible d'appliquer absolument partout. L'idée, c'est pas de dire l'atelier philo tel qu'il est pratiqué par tel établissement scolaire dans le sud de la France devrait être appliqué exactement pareil partout. Mais en revanche, on peut essayer d'identifier les caractéristiques qui font que ça se passe bien dans ces établissements scolaires-là. Et qu'est-ce qui fait que ces établissements en particulier ont réussi à avoir un projet d'éducation commun ? C'est une affaire d'individus. C'est qu'il y a un directeur ou un groupe d'enseignants qui à un moment donné se dit ok, on va travailler différemment. À un moment donné, il y a des enseignants et des directeurs d'école qui se disent je ne me sens pas tout à fait en accord avec ma façon de pratiquer mon métier, ou alors je me dis que ma façon de pratiquer mon métier n'est peut-être pas tout à fait en accord avec l'époque ou avec les enfants tels qu'ils sont aujourd'hui ou avec les enjeux auxquels ils vont devoir faire face, et donc on va essayer d'avancer ensemble et de chercher des solutions à ces enjeux-là. Mais c'est une démarche individuelle et collective, au sens où c'est la démarche des individus qui portent ces projets-là, qui à un moment commencent à chercher. Alors ils vont soit faire des formations très souvent qui se payent eux-mêmes sur leur propre temps, ou alors ils vont lire des livres, enfin les deux en général. Voilà, ils sont dans cette démarche de recherche, ils rentrent en contact et en discussion avec d'autres enseignants, parfois des centaines de kilomètres de chez eux, pour s'intéresser à ce qu'ils font eux. Voilà, donc c'est aujourd'hui c'est ça qui fait qu'il se passe ces choses-là. C'est aussi très important de préciser qu'il y a évidemment pas 9 établissements scolaires en France qui font des choses merveilleuses et tous les autres où il se passe des choses horribles. Il y a beaucoup plus d'enseignants et d'équipes que ça qui se posent ces questions-là. Mais on peut même pas les quantifier, puisque en général ce sont des gens qui travaillent là où ils sont en fait, et qui sont pas du tout dans une démarche de communication, parce que d'abord c'est pas leur métier, et que en plus parfois c'est très contre-productif de vouloir mettre en avant ces pratiques. Il peut y avoir pas mal de problèmes associés à ça, notamment de perception de la démarche. Donc selon toi, en fait, ce qui nous empêche de moderniser l'école, enfin de mettre en place ces choses-là, c'est plus une problématique de méthode et de définition en fait du rôle de l'école que de moyens. Encore une fois, c'est pas l'un ou l'autre. On peut pas dire. Quand on sait que. Parce qu'on investit énormément en France sur. Oui, mais sur en l'éducation. Fait. Je crois que la question, c'est pas tellement combien on investit, mais comment on l'investit, où on investit. Et en l'occurrence, on sait très bien qu'il y a des endroits où la situation est catastrophique. Il y a moi j'avais lu je crois que c'était il y a un an, il y avait une lettre ouverte d'une enseignante dans les quartiers nord de Marseille qui parlait d'une fenêtre qui était cassée depuis 6 mois, et donc les élèves qui faisaient cours en manteau. Il y a pendant le mois de décembre, il y a des problèmes de médecins scolaires qui dans certains départements manquent cruellement. Il y a des problèmes de moyens, mais il n'y a pas que des problèmes de moyens. Et je crois que quand on dit méthode, c'est pas tellement de méthode, c'est pas au sens allons appliquer la méthode Montessori partout, ce qui serait une caricature de tout ça. C'est vraiment s'interroger sur ce qui fait que ça se passe bien. Et je crois vraiment que les mots de confiance, les mots de bienveillance, les mots de chercheur, aussi le rapport qu'il y a entre les adultes et les enfants dans ces établissements scolaires là, où la question du respect se pose pas comme elle est traditionnellement pensée. C'est-à-dire que aujourd'hui il y a un discours un peu réac qui tend à dire oui mais bon c'était mieux avant, avant il y avait l'autorité du maître, il y avait vraiment du respect, etc. Respect du maître, moi je crois qu'il y avait de la peur, surtout on avait peur de se faire taper sur le bout des doigts en fait. Et aujourd'hui dans les établissements scolaires que j'ai visités, il y a pas de problème de respect, parce que les élèves se sentent respectent leurs enseignants, parce qu'ils se sentent aussi respectés par eux. Et donc il n'y a pas cette espèce de question tellement du statut, je suis enseignant, tu es élève, dans un sens un peu formel du terme, mais il y a la considération de chacun comme un individu à part entière, qu'on doit aider à faire progresser et à aller au plus loin de ses capacités à lui. Et tu parles beaucoup aussi de la considération des enseignants eux-mêmes, par l'institution, par les parents d'élèves.
je pense que c'est fondamental. Je pense que c'est une honte la façon dont on considère les enseignants dans ce pays par rapport à leur... c'est-à-dire qu'on entend des anciens présidents à une heure de grande écoute à la radio dire que les enseignants travaillent pas assez, qu'ils travaillent que 6 mois par an, etc. Ce qui est totalement faux d'abord. Et les enseignants que je croise, ils ont plutôt tendance à me dire à 23h, alors qu'on est en train de parler sur les réseaux sociaux, qu'il faut qu'ils me laissent pour aller préparer leur prochain projet pour leurs élèves. Moi, je rencontre tous les jours des enseignants qui sont tellement passionnés, tellement investis. Je veux dire, on sait qu'ils sont quand même très mal payés. Et 2 fois moins qu'en Allemagne, c'est ça à peu près. Ouais, je sais même pas, mais en tout cas, je trouve que cette espèce de discours ambiant sur le fait que, quand même, c'est sympa, quoi, le métier d'enseignant, parce que quand même, on a tellement de mois de vacances, etc. Enfin, c'est un travail d'une exigence. Je pense vraiment que la très très grande majorité d'entre nous, on serait absolument incapable. Enfin, ne serait-ce qu'en allant une journée tourner dans une classe, c'est-à-dire c'est pas moi qui enseigne, je suis juste là. L'état de fatigue dans lequel je sors d'une journée dans une classe, je serais absolument incapable de passer toutes mes semaines à faire ça. Je veux dire, c'est un métier d'une exigence. Il faut résister à la fatigue. Il faut aider à faire progresser chacun. Il faut trouver des solutions à des problèmes divers. Il faut composer avec l'hétérogénéité d'un groupe. Je veux dire, c'est un métier extrêmement exigeant. Et je trouve qu'on ne valorise absolument pas les enseignants à leur juste valeur aujourd'hui, et que c'est, à mon avis, l'une des clés du problème, dans le sens où on peut pas continuer à demander toujours plus à des gens auxquels on dit jamais merci, en fait. On leur dit jamais merci. Qu'est-ce que tu penses justement quand tu vois, là, je voyais un chiffre, à 80% des enfants chinois qui prennent des cours en dehors de l'école pour rester compétitifs, et donc t'as énormément de compétitions internationales qui arrivent sur la formation. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau français, au niveau français puisqu'on parle de ça, pour rester compétitif entre guillemets, et est-ce que c'est une bonne manière d'ailleurs de regarder les choses? Je trouve pas, non. Enfin, pour moi, penser à l'école en se disant comment on reste compétitif, je trouve ça horrible. Enfin, pour moi, l'enjeu de l'école n'est pas d'être, même l'enjeu de l'école en France n'est pas d'arriver en tête du classement PISA. Le classement PISA, il est intéressant quand il nous dit que on est le pays de l'OCDE justement dans lequel l'origine sociale des élèves pèse le plus sur leurs résultats scolaires. C'est intéressant dans ce sens-là parce que ça peut nous aider à progresser vers plus de justice sociale. Mais si on est là en train de se dire comment on arrive à être meilleur que les petits Chinois, je trouve ça juste terrible. Et puis encore une fois, c'est quoi les critères de réussite, quoi? On juge sur quoi? Sur T'as des critères qui sont assez objectifs, comme le niveau en maths, le niveau en langue. Ça suffit pas. Enfin, même même si on est meilleur en lecture, même si on était meilleur en lecture et meilleur en maths, etc. Enfin, en quoi le fait d'être bon académique, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est à la fois évidemment qu'il faut que les fondamentaux soient acquis, c'est évident, mais par ailleurs on peut c'est cet exemple alors je vais essayer de te le citer correctement, mais c'est cet exemple c'est dans je sais plus qui le raconte, mais en gros dans un musée sur en gros, c'est sur le fait que tu peux être un ingénieur surformé, surqualifié, etc. et puis bosser pour fabriquer des chambres à gaz. Enfin, je veux dire, si tu veux, pour moi, la question du sens est essentielle dans... la question du rôle de chacun dans la société. Moi, dans les écoles que j'ai visitées, on apprend aux enfants qu'ils ont un impact. Donc c'est vraiment faire des citoyens, tu reviens sur on forme des citoyens. On forme des citoyens. Et on forme des citoyens. En fait, on a un impact toujours. Il est positif ou il est négatif, mais il est jamais neutre. Je veux dire, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on fait a un impact sur le monde dans lequel on vit. Et
dans ces écoles-là, on apprend à ces enfants à s'en rendre compte et à essayer de faire en sorte que son impact soit positif. Et ça ne peut pas arriver, c'est-à-dire que ça va avec tout un tas d'autres compétences qui sont d'abord on apprend à se connaître, on apprend à gérer ses émotions parce que ça c'est la base, on apprend à prendre confiance en soi. Une fois qu'on a fait ça, déjà on a une interaction avec l'autre qui est beaucoup plus positive, donc on peut apprendre à avoir de l'empathie, on peut apprendre à coopérer avec lui et ensuite on peut développer des compétences de prise d'initiative, de créativité, etc. Et au lieu de parler de compétition, on ferait vraiment mieux de parler de coopération parce que justement pour affronter les problèmes complexes qui vont être ceux du monde de demain, ces futurs adultes vont être obligés de coopérer les uns avec les autres pour inventer des solutions justement. Et l'enjeu pour moi sera celui-là et pas celui d'une espèce de compétition individuelle. Ouais, non, là, j'étais plus sur la question de compétition entre pays, effectivement. Tu vois, il y a une guerre une compétition sur la formation des compétences des cerveaux pour avoir les chercheurs de demain, les innovations de demain, etc., etc. Mais capable d'être sur le devant de la scène pour résoudre justement ces problématiques. Mais peut-être que cette question et cette vue est dépassée. Mais non, mais c'est même pas ça. C'est que je crois vraiment que en formant des enfants en fait à penser par eux-mêmes, à développer leur esprit critique, à coopérer les uns avec les autres, enfin, je vois pas en quoi ça est opposé à des notions d'exigence en fait. Au contraire, on apprend à ces enfants à aller le plus loin possible, à avoir envie aussi, parce que là, il y a une question de la motivation, elle est essentielle. Et c'est des écoles où les enfants vont en courant, en fait. Ils ont envie d'apprendre. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Je veux dire, apprendre à apprendre, c'est aussi avoir envie d'apprendre. Donc pour moi, c'est pas du tout antinomique avec le fait de former des futurs chercheurs exceptionnels, etc. Enfin, c'est deux oppositions que je trouve pas pertinentes, en fait. Tu travailles sur quoi en ce moment ? C'est quoi ton prochain projet ? Mon prochain projet, c'est des projets encore sur l'éducation. J'ai plusieurs projets de documentaires sur l'éducation qui parlent de tout ça à nouveau, avec l'idée d'un temps plus long peut-être et de suivre un peu l'évolution des enfants. Je peux pas encore tout te dire, peux pas, mais faire un teasing. Mais je pense vraiment que valoriser les enseignants c'est essentiel. Je vais essayer de continuer. En fait, la façon dont je définis un peu mon métier, en tout cas ce que j'ai envie d'essayer de faire, c'est de contribuer à ma modeste échelle à un débat sur ces questions-là et donc d'essayer de faire des films qui sont un peu des outils de conversation. En fait, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Une idée folle et c'est ce que je vais essayer de continuer à faire. Je pense que les films sont un moyen assez puissant de montrer ce qui se passe sur le terrain et qu'on ne voit pas en fait, qu'on matériellement ne peut pas voir parce que ça se passe dans l'intimité d'une classe ou d'une école, sur les territoires, etc. Et donc voilà, moi j'ai envie de continuer à mettre en valeur les acteurs du terrain et d'essayer de poser ces questions-là. T'as toi-même été beaucoup sur le terrain suite à ce documentaire pour rencontrer, pour projeter le film qui était pas diffusé dans les salles, qui était. Mais il a été diffusé. En fait, on a choisi de le distribuer via un système de projection citoyenne. Donc en fait, on a dit voilà, le film existe, contactez-nous pour organiser des projections. Et en fait, on a reçu plusieurs centaines de demandes très rapidement. Et qu'est-ce que tu retiens en particulier de ces débats, les questions que se posent les gens justement par rapport à l'école de demain ou le monde qui arrive, les inquiétudes, les idées? Ce que je retiens, c'est qu'il y a partout des gens qui se posent ces questions-là, qu'il y a partout des enseignants qui réfléchissent à ça, et qu'il y a un mélange en fait dans les salles, dans les débats après le film qui sont vraiment, enfin, que moi j'ai trouvé d'une richesse. Les rencontres que j'ai faites, etc., c'était vraiment génial. Mais il y a d'un côté un grand optimisme de gens qui se bougent en fait, tout simplement, et qui
qui se disent qu'il faut pas qu'on peut pas attendre la prochaine réforme comme on a tendance en France à attendre l'homme providentiel qui va venir nous sauver de tout, y compris de nous-mêmes. Donc ces enseignants-là sont plutôt dans une démarche de qu'est-ce que je fais là maintenant demain dans ma classe avec les élèves que j'ai. Donc ça c'est extrêmement enthousiasmant. Et puis il y a aussi une certaine frustration, un sentiment de solitude de beaucoup d'acteurs qui parfois agissent et se sentent pas tout à fait reconnus pour ce qu'ils font et se sentent pas suffisamment formés, accompagnés. Donc c'est un mélange d'optimisme et d'enthousiasme et de volonté de faire des choses, et puis il y a aussi des gens qui en peuvent plus, quoi. Très honnêtement, enfin c'est assez varié. Est-ce que tu as une anecdote justement dans les méthodes ou dans ce que tu as vu sur le terrain, dans les salles de classe, qui illustre bien ce que tu trouves comme étant un peu idéal ou... Pour citer des exemples assez concrets, il y a des rencontres assez merveilleuses avec ces enseignants. Par exemple, Nolwenn, qui est dans cette école de Trébédan en Bretagne, où il y a 10 ans, ils ont commencé à réfléchir. Ils avaient une école qui tombait en ruine. C'est un tout petit village de 400 habitants. Et en fait, l'école était menacée de fermer, comme dans tous les villages, comme les tout petits villages ruraux comme ça. Et en fait, eux, ils se sont dit non, on veut pas que l'école ferme. Et donc, du coup, ils ont commencé à réfléchir à un projet d'établissement qui est devenu aussi un projet architectural génial, où ils ont redesigné toute l'école avec l'aide de la Fondation de France. Et l'école a été designée par Nathalie Crasset. Et les enfants ont participé à dessiner l'école, une école qui répondrait à pas mal de défis. Le bâtiment est passif, donc au niveau de l'énergie, il y a très peu de consommation d'énergie. Il y a aussi, tout est dessiné pour être au niveau des enfants. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et par ailleurs, Nolwenn, elle est aussi mère de 5 enfants, et ça l'a pas empêché de s'investir à fond dans ce projet d'école. Il y a Isabelle à l'orgue dans le sud de la France qui me racontait que elle avait un élève qui tenait pas en place, et donc du coup elle lui a acheté un ballon de fitness pour remplacer sa chaise en fait, et son élève l'a regardé et a dit mais t'as acheté ça pour moi, maîtresse? Donc en fait c'est je sais même pas comment le décrire, c'est des gens qui cherchent toujours des solutions, et après ce qui est étonnant quand on voit les enfants, c'est que d'abord ils ont très peu peur des adultes. Enfin, ils ont une facilité de discussion avec des gens qu'ils connaissent pas. Ils sont vraiment persuadés qu'ils ont un rôle, et ils sont convaincus en fait que c'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils peuvent rien faire. Enfin, c'est ce que m'a dit c'est ce que me disait Constance qui a 10 ans à Épierru dans le Val d'Oise. Elle me disait non, mais c'est pas parce que c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas essayer de faire quelque chose. Faut prendre notre part du travail en fait. Et pour eux c'est une évidence. Et donc quand on passe dans ces écoles-là, en fait, on se dit 2 choses. En tout cas, moi, je me suis dit 2 choses. Je me suis dit d'abord, qu'est-ce que j'aurais gagné comme temps si j'étais passée par là? J'avais l'impression que j'aurais gagné 10 ans en termes de confiance en soi, etc. Et on se prend à imaginer à quoi ressemblerait la société si tous les enfants passaient par là, en fait. Et je suis totalement convaincue que ça serait très, très différent. Tu as récemment posté une vidéo dans laquelle tu parles de l'importance, on vient d'en parler, de reconnaître la difficulté du travail de prof et de reconnaître leur travail tout court et de leur dire merci. Et t'invites les gens à parler d'un prof qui les a marqués. Est-ce que toi, t'as une histoire personnelle à partager? Alors, c'est marrant parce qu'en fait, ce film m'a, d'une certaine façon, permis de me réconcilier un petit peu moi aussi avec mon passé scolaire, parce que j'étais pas heureuse à l'école du tout. J'avais qu'une envie, c'était d'en partir. Et si on m'avait dit à 18 ans que je finirais par faire des films sur l'école, j'aurais beaucoup ri. Et il se trouve que j'ai été invitée en fait à projeter le film dans mon ancienne école, et que du coup j'ai eu l'occasion de retrouver mes 2 anciens enseignants, ma maîtresse de CP qui s'appelle Laurence, à qui j'ai envoyé un mail en lui disant que j'allais projeter le film dans cette école et que j'adorerais la revoir à cette occasion, etc. Et que voilà, elle se souvenait sûrement pas, mais que elle m'avait eu dans sa classe en CP en 1991, et elle m'a répondu un email long comme le bras en me décrivant par le menu l'enfant que j'étais à 6 ans, il y a 27 ans.
Et elle a dû avoir 900 élèves depuis. Enfin, je veux dire, elle est en début de carrière. Et je trouve ça, mais hallucinant, en fait, de se souvenir d'une enfant de 6 ans en 1991. Et pour moi, ça dit bien, finalement, l'implication. Oui, l'implication de ses profs. Et là, j'ai bien voir la semaine dernière, avec mon prof de littérature prof de lettres de seconde aussi, que j'étais super heureuse de retrouver. Donc c'est marrant parce que ça me permet aussi de revisiter un peu ma propre expérience de l'école. Revenir un peu sur on va finir par ça aussi. Si on se projette justement dans le futur, t'imagines un citoyen de 2040-2050 qui nous envoie un message qui revient. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous raconte et à quoi il faut qu'on se prépare? Qu'est-ce qu'il faut qu'on change sur les choses actuellement? Je crois qu'il nous dit arrêtez de tergiverser, quoi. Je crois qu'il nous dit allez-y, quoi. Enfin, Faites. Ouais, je pense qu'il y a c'est vraiment cette idée d'urgence qui, en fait, ce qui m'inquiète moi, c'est de me dire que cette urgence est pas suffisamment prise en compte, quoi. C'est-à-dire qu'on a encore l'impression que on va pouvoir continuer à vivre comme on vit pendant des décennies et je ne sens pas ce sentiment d'urgence. L'urgence l'urgence de changer les choses, l'urgence de se confronter à la complexité du monde qui vient, l'urgence de former les enfants et les adultes d'ailleurs autrement, l'urgence d'apprendre à apprendre, l'urgence l'urgence de développer ce sentiment de citoyenneté, l'urgence de penser à l'éthique. Enfin, toutes ces urgences-là me paraissent. C'est un peu comme si on était endormi tranquillement. On se dit oui, ça va, ça va aller. Voilà. Et j'ai pas l'impression que ça va aller si on continue comme ça, quoi. Donc je crois que faut qu'on se dépêche et faut qu'on se repose sur ceux qui font et qu'on suive un peu leur exemple, quoi. Pour finir, est-ce que tu as un ou deux livres qui t'ont marqué pour ma bibliothèque personnelle? Récemment, Sapiens de Yuval Harari, qui fait partie de ces livres qui font changer de perspective sur le monde. Et donc c'est assez génial parce qu'on a tous énormément de biais cognitifs, c'est-à-dire de choses dans notre cerveau qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. Et ce livre oblige en fait à se poser des questions qu'on ne sait, en tout cas que moi je ne m'étais absolument jamais posées, et de déconstruire un petit peu des choses qui paraissent tout à fait évidentes. Et donc c'est une lecture qui m'a ouvert de nouveaux horizons, voilà, que j'ai beaucoup apprécié. Merci Judith. Merci Julien. On va pouvoir dire aux ouvriers de reprendre leur travail. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus sur les thèmes discutés dans cet épisode, vous pouvez vous rendre sur le site sismic.fr ou sur les comptes Facebook et Instagram du podcast. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser une note et un commentaire et vous pouvez vous abonner à la newsletter pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Enfin, pour continuer de réfléchir au thème de l'éducation et du changement des consciences, je vous invite à écouter l'épisode 6 avec Jean-Pierre Gou comme invité. À bientôt.